Un fondateur ou une fondatrice, son rôle premier, c'est de développer son entreprise, c'est de la faire grandir, pas de la gérer au quotidien. Le fait de savoir travailler dans son entreprise ou pour son entreprise et sur son entreprise. Tu peux être un membre de ma famille, mais la question c'est est-ce que tu es compétent? Est-ce que je t'accorde ce poste-là parce que Tanti m'a dit qu'il fallait que je te prenne? Ok. Qu'est-ce que tu vas apporter sur la table concrètement en termes de compétences? Est-ce que tu penses que croire en son projet au Mali, ça suffit? Je pense que ça suffit nulle part. Parce qu'on peut croire en son projet. Je sais que j'ai un produit, que j'ai un service qui a le potentiel de répondre à un besoin, un vrai problème, à créer de la valeur ajoutée. Mais après, est-ce que je suis capable de faire ce qui doit être fait pour en faire une réussite? Et à quel moment on peut se dire, ça y est, c'est bon, là, je peux lever des fonds? Pour moi, le moment... Bonjour et bienvenue sur le podcast de Tiakeda, le média qui donne la parole à celles et ceux qui construisent, innovent et entreprennent au Mali. Aujourd'hui, on s'attaque à une question simple mais dérangeante. Pourquoi tant d'entreprises maliennes peinent-elles à grandir? Pour en parler, nous avons l'honneur de recevoir une invitée dont l'expérience et le regard font autorité, Néné Keita Diallo. Bonjour Néné. Bonjour. Et merci d'être parmi nous aujourd'hui. Avec plaisir. Dis-moi, Néné, qui es-tu? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce qui t'a amené à côtoyer le domaine de l'entrepreneuriat au Mali? Alors moi, je suis Néné Keita Diallo, ça on le sait déjà. Je suis directrice et fondatrice du cabinet Yelema Consulting. Entre autres, je suis aussi entrepreneur dans d'autres domaines, dans l'agroalimentaire, consultante également sur les sujets en lien avec le secteur privé. Qu'est-ce qui m'a amenée à entreprendre? Je pense que je suis tombée amoureuse de l'entrepreneuriat en m'installant au Mali, il y a maintenant 8 ans. J'ai d'abord été directrice d'un incubateur pendant 2 ans, où on accompagnait les entrepreneurs de la diaspora. Et c'est au contact, je pense, de ces entrepreneurs que j'ai, on va dire, été piquée par le moustique de l'entrepreneuriat. Mais avant ça, c'est vrai que dans ma phase de réflexion et d'installation au Mali, j'avais déjà cette envie d'entreprendre que j'avais mis un peu en stand-by, on va dire, pendant les premières années, parce qu'il fallait d'abord que je me fasse une première expérience professionnelle au Mali. Et ensuite, donc, au contact de ces entrepreneurs, et après, il y a aussi on va dire, une bascule. J'ai fait un programme américain, donc le Mandela Washington Fellowship, où j'ai été donc en université d'été, en immersion, pendant 6 semaines à l'université de Clark Atlanta, donc à Atlanta. Et donc, pendant ces 6 semaines, j'ai eu mon déclic et je me suis dit que j'ai réalisé plutôt que l'entrepreneuriat était véritablement un acte politique dans un sens et surtout un engagement qui avait le pouvoir de transformer et d'impacter durablement une société. Et donc, c'est comme ça que je me suis enfin dit que c'était le moment pour moi de me lancer. Et donc, Yelema Consulting est, disons, cette première brique. D'accord. Et qu'est-ce que c'est, en quelques mots, Yelema Consulting? Alors, Yelema Consulting, donc ça fait 6 ans maintenant qu'on accompagne les startups, PME et grandes entreprises dans leurs problématiques de croissance, d'accompagnement, de renforcement des capacités. Donc, on propose du conseil en stratégie, du conseil en management, de la formation. Tout ça pour accompagner les entreprises qui ont un potentiel qu'elles cherchent à développer, mais qui n'ont pas forcément les outils, l'expertise, le recul pour savoir comment passer du potentiel au résultat. Merci beaucoup. Et du coup, dans ce cadre-là, quelle analyse tu ferais, rapide et globale, de l'écosystème entrepreneurial aujourd'hui au Mali? Alors, disons que l'écosystème entrepreneurial au Mali, il a connu différentes phases, en tout cas ces 8 dernières années. D'abord, il y avait une grande phase d'essor entre, je vais dire, 2016 et 2018, où beaucoup d'incubateurs ont été créés dans cette période-là, où l'entrepreneuriat était vraiment le sujet phare pour la jeunesse. On encourageait les jeunes à entreprendre, tout le monde voulait toucher à l'entrepreneuriat. Ensuite, il y a eu un petit frein parce que de toute façon, dans toute phase, on va dire, quand il y a un grand essor, au bout d'un moment, ça retombe toujours. Et ne reste que ceux
qui avaient, on va dire, véritablement des fondations solides. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, on est dans une phase aussi un peu différente parce que la situation politique, géopolitique, l'instabilité, etc., ont aussi fait que beaucoup d'entreprises, beaucoup de structures d'accompagnement, beaucoup d'entrepreneurs aussi ont été freinés dans leur dynamique. Donc, je pense c'est un écosystème qui est à la fois très, très solide dans le sens où euh, que ce soit une structure d'accompagnement ou une entreprise qui a évolué dans le Mali de ces dernières années, a véritablement des racines aussi solides qu'un baobab. J'aime beaucoup cette image-là et je l'utilise souvent parce que avec tous les bouleversements qu'on a vécus, euh, très certainement, ça prouve qu'il y a une fragilité de notre écosystème et de notre environnement. Mais ceux qui parviennent à naviguer et à continuer malgré tout, prouve tout de même qu'il y a vraiment voilà, des racines et et des fondations solides. D'accord. Très intéressant ce que tu nous dis. Et du coup, alors tu nous parles de racines solides et on va dire de persévérance, hein, quelque part, de résistance même, j'ai envie un peu de dire. Euh, Ces entreprises maliennes-là ont forcément fait des erreurs. Est-ce que tu peux nous dire, selon toi, quelles sont les erreurs que souvent les jeunes entreprises, les petites entreprises ont tendance à répéter? Alors, je dirais que c'est une erreur, mais c'est une erreur qui est surtout due à un manque de connaissances et de compétences lorsqu'on parle justement de stratégie. Pour moi, ce qui manque à beaucoup d'entreprises maliennes, à beaucoup d'entrepreneurs, c'est cette connaissance et cette maîtrise de la stratégie. Aujourd'hui, on a des entrepreneurs, des chefs d'entreprise qui sont très certainement de très bons gestionnaires, ou en tout cas de meilleurs gestionnaires qu'ils ne sont de stratèges. D'accord. Et c'est là justement où le bas blesse, c'est que très souvent, on va, en ce qui concerne les jeunes entrepreneurs, énormément les accompagner, leur donner des formations sur la gestion d'entreprise, donc sur le quotidien, sur les opérations à court terme, mais très peu, voire pas du tout sur ce que c'est que la stratégie. Et D'accord. pourquoi est-ce que c'est important? Parce que la stratégie, c'est ce qui va permettre justement de décliner en fait sa vision en actions concrètes et en résultats concrets. Et donc très souvent, on va avoir des entrepreneurs qui ont une vision, à qui on va vendre de la gestion, mais pas de la stratégie. Donc il y a de la vision, il y a de l'engagement, il y a de la passion, mais derrière, ils restent bloqués dans des sujets du quotidien, alors que je dirais un fondateur ou une fondatrice, son rôle premier, c'est de développer son entreprise, c'est de la faire grandir, pas de la gérer au quotidien. D'accord. Et donc, très souvent, on va avoir des fondateurs qui vont être complètement absorbés par les défis du quotidien Ouais. et pas du tout dans le comment je développe mon entreprise. C'est disons, euh, la théorie que je répète souvent parce que c'est moi aussi, ça a été un déclic pour moi, c'est le fait de savoir travailler dans son entreprise ou pour son entreprise et sur son entreprise. Et si on arrive justement à trouver l'équilibre entre les deux, on arrivera justement à avoir des entreprises qui vont réussir à se développer. Je parle vraiment de se développer, c'est-à-dire qu'on va voir pendant plusieurs années, on va voir que l'entreprise va poser des actes qui vont lui permettre de se dire, oui, là, hier on était là, aujourd'hui, on a fait tel progrès, on a évolué dans D'accord. tel sens ou de telle manière. Ok. Donc, en Voilà. fait, ouais, la stratégie permet aussi, en quelque sorte, du coup, une auto-évaluation, un bilan de ce qui est passé, du coup, comment améliorer à l'avenir. C'est Oui, ça? en fait, la stratégie, surtout, ce qu'elle permet, c'est de tracer un horizon Ok. sur le long terme. Ouais. Et c'est cette vision-là du long terme, en fait, que peu ont aujourd'hui, de se dire, aujourd'hui, il faut gérer le quotidien, c'est important, il faut gérer les opérations, il faut gérer les priorités opérationnelles, mais il ne faut pas oublier qu'une entreprise, sa vocation, normalement, statutairement, c'est 99 ans. Donc, heu, il faut au bout d'un moment pouvoir se projeter au moins, on ne va pas se projeter sur 99 ans, mais au moins d'avoir une projection sur 5 ans et ensuite sur 10 ans 10 et ans, 15 cetera et ans. Ouais. cetera. Ouais, ouais. Voilà Ok. et c'est là, en fait, justement que se trouve le gros, on va dire, je dirais pas que c'est des erreurs, mais je pense que c'est vraiment des angles morts, en fait. C'est des angles morts que Ouais. beaucoup d'entreprises, ont
de ne pas voir l'importance de la stratégie et d'être vraiment focalisé sur des sujets qui, au final, ne permettent pas à l'entreprise de grandir, ils permettent à l'entreprise tout simplement de fonctionner OK. D'accord. au quotidien. De fonctionner au quotidien, mais pas de grandir. Très Exactement. intéressant, ouais. Et donc pour toi, c'est vraiment la seule erreur que font, principalement, en tout cas, les entreprises maliennes, que commettent? Après, la deuxième qui est liée aussi à ça, à la stratégie, c'est que, on ne peut pas grandir si on n'a pas mis en amont, heu, les garde-fous nécessaires pour permettre à l'entreprise de se développer. Et là, je vais parler de la structuration. D'accord. La structuration et la formalisation, à commencer par, d'avoir des processus, comptables, financiers, qui sont, gérés avec rigueur. Parce qu'on peut vouloir se développer, mais si on n'a pas mis en place là maintenant justement les fondations solides qui vont soutenir la croissance de l'entreprise, très vite on va voir que c'est la croissance même de l'entreprise qui va être totalement impossible parce qu'il n'y a pas les fondamentaux. Je parle de la gestion financière, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi tout simplement, le fait d'avoir des procédures formelles, écrites, connues, suivies, bien évidemment, qui vont permettre justement à l'entreprise, lorsqu'elle grandit, de pouvoir se dire: «OK, on explose, on passe de 10 employés à 25. Il faut qu'on ait une référence commune pour qu'on sache comment fonctionner». Et donc, par exemple, rédiger, ces procédures, avoir un manuel de procédure, ça permet justement d'avoir un cadre de référence pour en quelque sorte, protéger, préserver justement les bases de fonctionnement de l'entreprise. Et donc, ça par contre, ça c'est une erreur effectivement, c'est de négliger cet aspect-là, cet aspect structuration. C'est de le remettre toujours à demain, jusqu'au jour où, en général, il y a beaucoup d'entreprises en fait qui vont faire qui vont être dans une logique de structuration opportuniste. C'est-à-dire qu'il va y avoir Il y un a un gros marché, financement, on a fait voilà, un un projet. financement, et on nous dit: «Il faut un quitus fiscal». C'est quoi un quitus Ouais, fiscal? ouais, ouais, ouais. Bah, pour ça, il faut avoir payé ses impôts avant. Donc du coup, voilà, dans la précipitation, on va, chercher des arrangements pour obtenir, les documents nécessaires, mais au Ouais, tout à final, fait, ouais. on va pas faire le travail réel pour mettre en place la structure qui va être formelle et qui va permettre justement de ne pas avoir à improviser ou alors à faire croire qu'on est structuré pour pouvoir capter une opportunité. Et ça, c'est pas durable dans le temps. Non, pas du Parce tout. que ça veut dire qu'à la prochaine opportunité, encore et encore, et au bout d'un moment, Le les masque qui tombe. exactement, le masque tombe. Ouais. Et donc pour ça, il faut véritablement investir, parce que c'est un investissement, pour formaliser, structurer, les bases, de l'entreprise. D'accord, OK, génial. Il y a d'autres erreurs là qui te viennent en tête ou pour l'instant, on part sur ça? Ouais. Ouais, avançons, peut-être ça me viendra après. Là, je pense que c'est vraiment les deux grosses failles. Ça marche, merci. Du coup, si alors là, on a vu les erreurs en interne que pouvaient, commettre les entreprises, les entrepreneurs. Maintenant, dans l'écosystème dans lequel ces entreprises aussi évoluent, est-ce qu'elles peuvent être aussi un frein? Heu, Est-ce que cet écosystème-là au Mali peut être un frein à la croissance des entreprises? Bien sûr, en fait, en général, une entreprise, c'est à la fois c'est le résultat de facteurs internes et de facteurs externes. Donc on peut prendre une entreprise malienne qu'on va mettre dans un environnement différent, on verra que les résultats pourront être aussi différents d'autres. L'environnement, des affaires, l'écosystème, a aussi un impact du coup sur la performance et la compétitivité des entreprises. Et donc, forcément, lorsqu'on va regarder les failles de nos écosystèmes, elles expliquent aussi, la sous-performance de nos entreprises ou voire même, leur taux de mortalité élevé. Par là, je vais mentionner par exemple, tout à l'heure je parlais de la formalisation administrative, mais on va parler de, entre guillemets, «de la corruption», ou, on peut aussi parler de, dernièrement, la crise énergétique. On va parler aussi, du manque de financement, des entreprises qui vont faire que forcément, une entreprise, malgré tous les efforts qu'elle va déployer,
malgré tous les processus qu'elle pourra mettre en place, au bout d'un moment, quand elle va être confrontée, même pas quand elle est confrontée à un écosystème qui va aussi avoir un impact positif ou négatif sur elle. Et au Mali, forcément, comme je le disais tout à l'heure, ces dernières années, l'environnement a plutôt un impact plutôt négatif sur le développement et la croissance des entreprises. Et donc, il y a certes ces messages-là à faire passer aux entrepreneurs, aux entreprises, aux chefs d'entreprise sur le fait qu'elles doivent investir dans leur formalisation, dans le renforcement interne de leurs activités. Mais de l'autre côté aussi, il y a également d'énormes chantiers que le gouvernement malien ainsi que les acteurs du secteur privé doivent mener pour garantir justement un environnement des affaires qui va être propice au développement de ces entreprises. Ouais, Donc en fait, totalement. les responsabilités, elles sont partagées. Moi, très souvent, quand j'entends, en fait, moi, j'ai toujours, j'ai toujours un avis très équilibré en fait sur les deux. Quand j'entends qu'on tape toujours sur le secteur privé, j'ai toujours et vous alors entreprise, qu'est-ce que vous faites pour? Ouais, Et quand j'entends qu'on tape trop sur les entreprises, je dis et vous alors gouvernement, secteur privé, qu'est-ce qu'on fait? ouais, qu'est-ce qu'on Qu'est-ce fait? qu'on a fait pour leur permettre de ne pas arriver à ce résultat-là? Ouais, Parce que les totalement. deux vont ensemble en fait. Ouais, On peut pas les décorréler ouais. et au contraire, il faut que ce soit intimement lié pour qu'on arrive vraiment à cette émergence économique et notamment à pousser les PME pour qu'elles puissent être ce moteur de croissance. Ok. Donc, tu disais que les torts étaient partagés pour toi. Mm. Mais les torts sont partagés à quel pourcentage? Est-ce que pour toi, ce sera plus l'écosystème? Est-ce que pour toi, ce sera plus les erreurs qui sont commises par les entrepreneurs? Oui. Qu'est-ce qui, du coup, est le plus bloquant pour permettre aux entreprises de croître et puis d'exprimer leur plein potentiel? Je dis pas les torts, Ah, j'ai dit les d'accord. responsabilités. Ah ouais. Nuance. Nuance Nuance de taille. et nuance de taille. Ouais. Pourquoi? Parce que quand on parle de tort, ça veut dire que quelqu'un, Ouais. quelque part, a fait quelque chose sciemment, À fouetter, ouais. voilà, à Ouais. fauter. Volontairement. Alors Ouais, que totalement. quand on parle de responsabilité, c'est de dire c'est à vous de le faire. Vous êtes en charge d'eux, vous Ouais. devez le faire. Donc, Mhm. c'est les responsabilités en fait qui sont partagées. Et pour moi, vraiment, elles sont de l'ordre. Je dirais que l'environnement des affaires Ouais. compte pour 70% de la compétitivité des entreprises. C'est peut-être trop pour moi, mais à mon sens, Ouais. une entreprise, au final, elle est complètement assujettie à ce qui se passe dans le pays où elle évolue. Autour d'elle, ouais, totalement. Voilà. Ok. Donc, Dans le donc pays et même dans le monde, hein, dans le aussi. monde, exactement, Ouais. Ouais. exactement. Et donc, forcément, elle va être soit victime ou alors ou profiter de l'environnement dans lequel elle est. Ensuite, c'est à elle, du coup, bah, soit de se mettre aux normes pour bah, profiter des opportunités d'un écosystème favorable, Ouais. ou alors que lorsqu'il n'est pas favorable, lorsqu'il est difficile, de mettre en place tout de même tout ce qu'elle peut mettre en œuvre pour réussir à survivre et à continuer d'opérer, à continuer de se développer. Vous voyez, en fait, lorsque l'écosystème est défavorable, les entreprises, tout de même, ont elles aussi quand même la responsabilité, ou en tout cas doivent avoir cette capacité-là à mettre en place des processus agiles, adaptables pour leur permettre justement de survivre malgré l'environnement qui pourrait être défavorable, par moments même hostile. Ok. Ouais, merci beaucoup pour ces éclaircissements, Néné, vraiment. On apprend beaucoup. Euh, Du coup, avant de passer à la prochaine partie, on dit souvent qu'on apprend de ses erreurs. Est-ce que tu penses que pour les entrepreneurs maliens aussi, parce que je dis entrepreneurs maliens, entrepreneurs maliennes Mm. aussi, hein, est-ce on apprend de ses erreurs aussi dans l'entrepreneuriat? Oui, je pense qu'apprendre de ses erreurs, c'est une faculté humaine qui est déjà, comment dire, incontournable. Après, il y a des gens qui ont plus ou moins cette capacité, ou alors qui prennent du temps à apprendre de leurs erreurs. Mais après, quand on regarde à l'échelle une entreprise va forcément apprendre de ses erreurs parce que le résultat, il est objectif. C'est des chiffres. Voilà. Quand c'est dans des interactions humaines, Ouais, c'est toujours subjectif. oui, T'as raison, t'as pas raison, j'ai tort, t'as pas tort. D'accord. totalement. Mais là, pour une entreprise, une erreur égale perte. Ouais.
égale, par moment même disparition, mort, Ah voilà, il oui, y a pas totalement. voilà, Ouais. c'est les résultats en fait, le résultat est objectif donc une entreprise qui n'apprend pas de ses erreurs, c'est une entreprise qui va tout droit dans le mur, en réalité Ouais. et apprendre de ses erreurs, ça veut dire quoi? C'est de dire: «Voici, ce qui nous est arrivé, qu'est-ce qu'on met en place?» Pas pour que ça ne nous arrive plus, mais pour que si ça doit encore nous arriver, Ouais. on a un plan B, on a un plan A ou en tout cas, on sait comment réagir. Voilà. On a commis une erreur, par exemple, on a, pendant, 10 ans travaillé avec, un seul et unique fournisseur, parce que ça se passait très bien, il était crédible, on était satisfait. Du jour au lendemain, pour X raisons, le fournisseur nous a fait défaut et on s'est retrouvé sans fournisseur, alors que c'était notre fournisseur principal et Sans je plan parle de B. ça, mais c'est voilà et mais c'est aussi, d'expérience. Mmh. Qu'est-ce que je fais? Mmh. Donc voilà, erreur. Maintenant, qu'est-ce que je mets en place? Est-ce que maintenant, du coup, j'ai compris, donc je vais diversifier, Ouais, totalement. mes fournisseurs. Mmh. Je vais toujours avoir, un plan A, un plan B, un plan C et cetera Mmh. pour être sûr que je ne suis plus, dépendant de cet unique fournisseur-là. Voilà, par exemple. Mmh. Totalement. OK, très intéressant. Du coup, tu fais le passage, aux chiffres. Tu as dit que ça les erreurs de toute manière se reflèteraient forcément en termes de chiffres à force d'être répétées. Hem, pour continuer dans ces chiffres-là, combien d'entreprises maliennes ont vraiment, un suivi comptable rigoureux? Et du coup, qu'est-ce que ça peut leur coûter en termes de conséquences de pas avoir, ou d'avoir un suivi comptable, rigoureux? Mmh. Alors, sur le combien, en fait, ce que nous dit, la fiscalité au Mali, c'est que l'assiette fiscale au Mali, elle est très, très réduite. C'est-à-dire que C'est-à-dire? très peu d'entreprises, sont, formalisées en tout cas ou en tout cas contribuent Mmh. aux recettes fiscales et D'accord. je parle de ça parce que très souvent, celles qui contribuent aux recettes fiscales, c'est celles qui sont aussi, les plus formalisées en fait, qui ont un degré de formalisation qui est quasiment, proche de 100 entre guillemets, mais en tout cas qui sont formalisées et qui respectent, en tout cas la majorité, des dispositifs, fiscaux, administratifs et cetera Mmh. et donc de l'autre côté, ben, c'est la en fait, la 80 des entreprises, maliennes sont informelles, et quand on parle d'informalité, très souvent, le premier indice d'informalité, c'est la une gestion comptable et financière qui est quasiment soit absente ou alors, qui est très fragile, pas du tout professionnalisée. Mmh. Et donc, ça commence par ici, ça commence par là. Et donc la majorité, des entreprises, maliennes, en général, n'ont pas forcément cette, gestion rigoureuse, comptable et financière, Mmh. qui leur permettent ensuite, voilà, de pouvoir se développer. Et donc ça, c'est vraiment ce sujet-là, c'est vraiment la préoccupation, on va dire, majeure, quand il s'agit d'accompagner une entreprise vers sa formalisation. Mmh. C'est parce que c'est vrai que souvent les entrepreneurs vont voir ce suivi comptable, jeunes entrepreneurs surtout, comme, un peut-être un petit peu de flicage ou, des charges qui peuvent être lourdes pour une entreprise qui commence à se développer. Mais souvent, c'est aussi un gain, de traçabilité et puis ça c'est ce qui contribue aussi, du coup à la stratégie. Mmh. Un gain de temps, un gain de traçabilité, un gain de crédibilité. Ouais, crédibilité, ouais. Ça, c'est, vraiment, le résultat, en fait, final de tous ces efforts-là Mmh. que les entreprises peuvent faire. Nous, quand on accompagne nos entreprises justement sur, sur la formalisation de leur comptabilité, la structuration comptable, Mmh. la première des choses ou disons la première récompense qu'elles ont, c'est la crédibilité. Mmh. Le jour où elles sont justement face à une opportunité d'investissement et de financement et que, le fonds d'investissement dit: «Ah ben, au niveau de la comptabilité, on a les éléments qu'il nous faut». Ça veut pas dire que ça comment dire? Que tout est, que c'est, comment dire? Que ça garantit, l'issue de l'opération, Mmh mais mh. en tout cas de dire: «On a des éléments, tangibles, objectifs sous les yeux qui nous permettent d'évaluer l'entreprise». Ouais. Et ça, du coup, déjà en termes de crédibilité, c'est la première des choses en fait un investisseur, un partenaire financier va regarder. Après, on peut parler, des documents de formalisation, mais ça, c'est vraiment le seuil minimum de la formalisation d'avoir un RCCM, Ouais, un INA, plus le NIF, parce que le NIF, c'est pas tout le temps on va pas
tout le temps jusqu'au bout. Ouais, Mais ça, c'est vraiment le seuil minimum. d'accord. Après ça, on passe maintenant à comment, à la gestion financière de l'entreprise. OK. Mmh. Toujours dans cette gestion financière-là, on dit souvent, que beaucoup d'entrepreneurs confondent, l'argent de l'entreprise et leur argent personnel. Est-ce que Qu'est-ce que tu en penses déjà? Et est-ce que du coup tu as un exemple concret, une anecdote, à nous apporter, à partager avec nous? Ouais. En fait, je dirais que toutes les entreprises qu'on a accompagnées, sur leur structuration, la structuration et notamment la structuration comptable, Ouais, elles viennent toutes avec la même anecdote ou la même question: «Je sais que je vends, mais je sais pas où va mon argent». d'accord. Et en général, la réponse c'est: «Dans ta poche». Voilà, et OK. c'est ça le problème et c'est Ouais, ça justement qu'il faut réussir à résoudre. ouais. Heu et donc heu et donc en réalité, en fait, confondre, c'est le mal de, beaucoup, Ouais. beaucoup d'entrepreneurs, justement, Mmh. qui ne font pas cette distinction-là Mmh. jusqu'au jour où ils commencent à être fatigués, épuisés en se disant: «J'ai des projets, je veux faire des choses, mais j'arrive pas à comprendre. Pourtant, j'ai de l'argent. Je sais que j'ai des ventes qui sont, conséquentes, mais j'arrive pas du tout à tirer, ou du moins à déterminer quelle est la part, qui devrait revenir pour mes investissements. Ça fait 5 ans que je suis dans l'activité et rien ne bouge, alors que pourtant» et donc nous, ce qu'on fait justement, c'est: «OK, on s'arrête, voilà, on va remettre les choses en place, Mmh. faire, l'historique, les Ouais, antécédents. ouais. Qu'est-ce que tu faisais? Qu'est-ce que vous faisiez? Comment vous le faisiez? Avec quoi vous le faisiez? Voici maintenant comment vous allez devoir le faire justement pour avoir la traçabilité et savoir véritablement quelle est la valeur, on va dire, financière, de votre activité». Parce que très souvent, en fait, ça va être des intuitions. Je sais que je gagne de l'argent, mais c'est écrit où? Où est l'information Ouais, objective? Je sais que je gagne, mais OK, tu gagnes combien? Et de ça, est-ce que tu es profitable? La question. Est-ce que tu dégages véritablement des bénéfices? Est-ce que ton activité est véritablement rentable? mmh, mmh, mmh. Donc ça, c'est le grand point d'interrogation, avec lequel beaucoup d'entrepreneurs justement qui commencent à rentrer dans une phase de croissance ou des PME Mmh. qui commencent à rentrer dans une phase de croissance viennent nous voir en disant: «J'ai besoin de voir clair». Voilà, exactement, ouais. Voilà, Ouais, de voir voir clair clair dedans. dans ce que, dans mes opérations financières et dans ce que mon activité pèse véritablement. Totalement, j'ai besoin de faire parler les chiffres en soi. Exactement. OK. Embaucher la famille plutôt que les compétences, c'est un sujet qui est tabou. Mais, quel impact réel ça peut avoir sur le développement d'une entreprise? Mmh. Alors, je pense que c'est un sujet qui est, tabou, mais tout le monde connaît la réponse. Dis-nous, dis-nous. Si on fait un sondage, je pense que 90 des chefs d'entreprise vous diront que c'est à éviter. C'est à éviter, non pas parce que en soi, c'est un problème de travailler avec sa famille. C'est pas une question, de famille ou quoi que ce soit. C'est juste qu'on se rend compte que, il est très difficile, en Afrique de rester objectif, lorsqu'on a un membre de sa famille, dans son entreprise. Mmh. C'est cette Je pense que c'est plus la capacité, du chef d'entreprise ou de la chef d'entreprise Mmh. à savoir, prendre des décisions justes, peu importe le lien familial. C'est ça le problème, c'est que très souvent, le membre de la famille va peut-être avoir, des comportements, des agissements, qui vont être inacceptables, Mmh. mais il sera dédouané, voire même totalement excusé, parce que Membre de la famille. membre de la famille et Mmh. donc le lien familial est très important, il est préservé et il dépasse même les intérêts de l'entreprise. Et ce qui est très dangereux dans ça, c'est que on envoie aussi un signal aux autres employés. On envoie un signal. Le signal, c'est quoi? C'est tout simplement déjà, le manque d'objectivité dans la prise de décision Mmh. parce que, ils vont se dire: «Si moi j'avais fait la même chose, j'aurais pas tenu 24 heures dans la boîte, j'aurais été viré». Ouais, frustration des autres employés. Frustration, exactement. Mmh. Et des employés frustrés, c'est très dangereux. Parce qu'un employé frustré qui reste dans l'entreprise, Mmh. sa capacité de nuisance Mmh. peut être dévastatrice.
Et ensuite, la question de la famille, encore une fois, c'est pas simplement la famille, c'est tu peux être un membre de ma famille, mais la question c'est est-ce que tu es compétent? Est-ce que je t'accorde ce poste-là parce que Tanti m'a dit qu'il fallait que je te prenne? Mhm. Ok. Euh, Qu'est-ce que tu vas apporter sur la table concrètement Ouais. en termes de compétences? Pas de problème d'être recommandé par papa, par maman, par Tanti, par tonton, Mhm. mais qu'est-ce qu'il y a sur ton CV qui permet de légitimer que oui, tu as ta place dans cette entreprise? Ouais. Après, on est aussi dans un environnement où forcément, moi, je suis pas du tout dans ou peut-être je ne suis plus dans une lecture très occidentale où c'est la performance, la compétitivité et rien d'autre. Mhm. Parce qu'on sait aussi que ces liens familiaux, c'est aussi, on va dire, des contrats sociaux aussi par moment dans certaines entreprises. Il y a des entreprises qui tiennent parce qu'il y a des membres de la famille à des postes clés. Clé. Voilà. Et c'est parce que eux sont là qu'il y a une certaine sorte de cohésion sociale aussi, parce qu'une entreprise, c'est un écosystème à lui seul, et il y a une cohésion sociale qui est là. Mhm. Et j'ai un exemple justement très frappant d'une entreprise dans le secteur des transports qu'on a accompagné il y a quelques temps et qui nous avait sollicité pour structurer son organisation RH avec des fiches de poste, etc. Donc rédiger des fiches de poste pour vraiment avoir une lisibilité complète sur qui fait quoi et qui sont les employés indispensables, etc. Et dans les premiers échanges, dans la première séance de travail, la copromotrice, d'ailleurs, c'est une entreprise familiale qui a été reprise par les frères et sœurs, Ouais. qui fonctionne très bien. Donc, pour dire que c'est pas juste une question de famille, là, la succession est en cours, le papa est toujours vivant, ce sont les enfants maintenant qui reprennent les rênes. Et comme eux, justement, ont étudié et sont partis étudier dans des écoles et ils reviennent du coup avec une autre manière de voir les choses et surtout une nouvelle manière de faire. Mhm. Et donc, elle vient en m'expliquant, voici toute la liste des employés qu'on a actuellement. Et il y a un intitulé de poste qui s'appelle les conseillers. Je dis, bon, les conseillers, je lui demande, mais du coup, les conseillers, c'est qui? Bon, elle m'explique un peu gênée en me disant, bon, Le conseil familial au sein de l'entreprise? exactement. Elle me dit, bon, ce sont des tontons qui sont là depuis que papa a créé l'entreprise. Il n'a jamais voulu les licencier, mais ils sont là tous les matins. Ils font des bénédictions à tout le monde. Ils, euh, ils aident, ils écoutent les gens qui viennent le matin avec des problèmes. Ils Ouais. conseillent. Ouais. Une jeune recrue a besoin d'aide, comme eux, ils sont dans l'entreprise depuis 15-20 ans, bah, c'est eux qui viennent les aider, les conseiller. Quand il y a des problèmes en interne, c'est eux aussi qui viennent. Donc oui, ils n'ont pas, on va dire, de fonction dans l'organigramme techniquement, dans une société de transport, ils n'ont pas leur place, Ouais. mais ils ont leur place parce qu'ils tiennent un pan de la cohésion sociale de l'entreprise. Totalement, ouais. Ouais. Et donc, si on était dans une logique, on va dire, totalement européenne, Ouais, non. on aurait dit, ah ben non, ils prennent des salaires, ils sont pas productifs, ils contribuent à rien sur le chiffre d'affaires de l'entreprise. Non, ça, c'est des postes qu'il faut supprimer. Mais on est dans voilà, comment dire, on est dans un environnement où ben justement la performance, la compétitivité, ça dépend aussi. Cette Je suis cohésion désolée, de sociale-là cette et ce cohésion bien-être. sociale et ce bien-être. En fait, Et ouais, que du santé coup, et bien-être au travail, quelque part. exactement. Ouais. Et cohésion sociale. Et puis, si tu licencies ces vieux monsieur aussi là, qu'est-ce qui va se passer pour les autres? Les autres aussi, peut-être, vont se rebeller en disant, honnêtement, on n'a pas apprécié, Ouais. on n'est pas content, On a besoin d'eux. on avait besoin d'eux. Voilà, parce qu'ils avaient une fonction sociale. Ils n'avaient pas peut-être une fonction opérationnelle, mais ils avaient une fonction sociale. Et donc, du coup, ces conseillers, on leur a trouvé une place dans l'organigramme. D'accord. Voilà. Et du coup, on a des organigrammes maintenant. Et c'est ça que je pense qui est très intéressant, c'est qu'on arrive à se dire, oui, on a le droit d'avoir des organigrammes africains. Ouais. Avec du coup des adaptations culturelles, sociales Ouais, qui nous, totalement. qui nous correspondent. Ouais. Oui, on a des gens qui vont pas forcément avoir une responsabilité opérationnelle, mais qui ont leur place dans l'organisation parce que ils ont une place symbolique importante. Et le symbole, c'est important Totalement. en Afrique. Ouais, Ça, totalement. c'est important. Super intéressant. J'avais jamais entendu parler d'une telle configuration.
J'ai déjà croisé en entreprise des retraités Mais il y en a beaucoup. qui continuent à quand même revenir errer dans les Il y couloirs a de d'autres exemples l'entreprise. pareils. On avait aussi un ami, une autre entreprise aussi. C'est l'ami du fondateur. C'est une entreprise aussi familiale, ami d'enfance, qui tenait la comptabilité sans avoir de compétences comptables. Donc, D'accord. nous, on a dit, si vous voulez gérer votre comptabilité, il faut quelqu'un qui a les Comptable de compétences, formation, le ouais. comptable de formation. Je me dis, oui, mais non. On peut pas. Il est là avec moi depuis longtemps. J'ai cherché à le caser. C'est leur droit qui a l'air de le plaire. Et voilà, il gère la comptabilité. Il fait comme il peut. On essaye, mais non, on a dû en reparler 5 fois. Et il a dit impossible. Ouais. Et impossible même de le seconder, du coup, d'avoir un bureau où on aurait un comptable chef. Et même le seconder, c'est compliqué parce que du coup, il se sentirait aussi amoindri par le jeune qui va venir lui dire il faut faire ça, alors qu'il va dire ça fait 30 ans que je suis dans cette boîte. Ouais. J'étais calme. Mais du coup, ça leur posait pas de problème le suivi comptable était correct, Il y avait des carences, forcément. Ouais. Il y avait des carences, mais après, ce qui est aussi difficile dans l'accompagnement, c'est que la volonté du client dépasse en fait ce qui doit être fait. Nous, on arrive avec un plan en disant voilà ce qui doit être fait. Si le leader, le fondateur de l'entreprise dit non, on ne fait pas, eh ben on ne fait pas. Même si on sait que c'est ce qui devrait être fait. Et au final, s'il dit ce précaré-là, vous n'y touchez pas, eh ben on n'y touche pas. Et puis on essaye de colmater d'une manière ou d'une autre. On essaie d'intervenir sur d'autres sujets qui vont tout de même permettre à l'entreprise de se structurer, d'atteindre ses objectifs en laissant cet espace-là qui est un... voilà, qui est un no-go. Ok. Voilà. Ça va être super intéressant, vraiment. Toujours en parlant de capital humain, on dit beaucoup au Mali, à Bamako, que former ses employés, c'est les former pour la concurrence ou pour l'étranger. Qu'est-ce que tu penses de ça? C'est vrai. Ouais. Et je pense qu'il faut avoir... je pense qu'il faut que les entrepreneurs aient vraiment un regard, ou du moins prennent du recul par rapport à cette question-là de la formation. D'accord. Et qu'ils dépassionnent en fait ce sujet-là en disant, dépassionné en disant, je vais former et après il va me trahir. Parce que c'est comme ça souvent que c'est interprété. Exactement, ouais. Je le forme et après il s'en va. Je le prends comme une trahison. Sauf que tu as besoin d'employés compétents et formés pour ton entreprise. Donc, est-ce que tu vas te sacrifier en gardant des ressources humaines sous-qualifiées en disant non, parce que si je les forme, ils vont partir, ou alors tu vas te dire plutôt, je les forme, le temps qu'ils sont là, tu vas profiter de la formation, tu vas profiter de ce que tu leur as apporté, même si peut-être que ça va durer que 6 mois, mais pendant ces 6 mois-là, il aura quand même apporté, il aura certainement progressé, il aura certainement été beaucoup plus productif. Et donc, tu auras tout de même profité de cet investissement-là que tu as fait. Et après, dans une logique plus macroéconomique, c'est le jeu du marché. Hein. On ne peut pas verrouiller un employé en lui disant « je t'ai formé, tu vas rester... pour l'éternité dans l'entreprise parce que j'ai investi en toi. » Certes, ça fait toujours un coup à l'entreprise, d'autant plus quand c'est des petites entreprises, parce que chaque employé a un rôle crucial et chaque employé, en fait, est un pilier dans une PME. Donc oui, mais ça, encore une fois, ça revient à la formalisation. C'est de se dire, je forme cet employé-là, mais il faut toujours que je forme aussi les autres. Voilà. Et surtout que j'ai toujours en quelque sorte un vivier d'employés, enfin de potentiels candidats que je pourrais remobiliser si un s'en va. Et après, il y a aussi autre chose, il faut aussi internaliser la formation. C'est-à-dire que quand, par exemple, vous formez un employé dans tel domaine, assurez-vous que dans le personnel clé,
ou que même vous-même, en tant que chef d'entreprise, vous êtes aussi en mesure de vous faire former et de pouvoir former les autres vous-même par la suite à ces nouvelles compétences. Ça va vous permettre, en fait, justement, de vous dire, oui, j'ai formé une personne qui est partie avec un nouveau savoir-faire, savoir-être, etc. Mais il est toujours au sein de l'entreprise, donc je peux toujours former quelqu'un d'autre. Je peux toujours, ou alors moi-même, pourquoi pas, si vous êtes formé, en attendant de trouver quelqu'un pour le remplacer, ben, je peux faire une partie du travail qu'il a laissé, mais du coup, ne pas se sentir totalement, en fait, démuni, Dépendant. voilà, et dépendant exactement de cet employé-là. Et après, vraiment, moi, je pense que mon conseil, ce serait vraiment ça, c'est de dépassionner, en fait, ce sujet de la formation, faire ce qu'il faut faire au moment où il faut le faire. Vous avez besoin de performance, vous avez besoin de compétitivité. Pour ça, vous avez besoin d'employés formés, qualifiés. Et ensuite, s'ils doivent s'en aller, ils s'en iront. Ils s'en iront, ouais. Et il faut dépassionner. C'est pas de la trahison. Exactement, c'est pas de la trahison, La c'est vie le concrète. marché. Ouais, C'est c'est le comme ça. marché. Exactement, ouais. Et si c'est le marché, là aussi, du coup, l'autre question à se poser et que je pose à beaucoup d'entreprises qui disent il est parti, on m'a trahi. Je dis, mais du coup, qu'est-ce que tu as fait pour le Pour garder? le garder. Ouais, voilà. Parce que c'est ça. Ouais. Et c'est même, je pense que c'est même indispensable quand vous commencez à former vos employés, il faut vous dire, qu'est-ce que je peux faire pour le garder? Ouais. Et qu'est-ce que je peux faire pour le garder? C'est pas uniquement financier. Ça peut aussi être aussi juste dans l'environnement de travail, dans les Exactement. conditions de travail. Ouais. Des fois, ça peut juste être dans la relation que vous allez avoir avec la personne. Il y a des gens qui sont prêts à rester avec vous, pas parce qu'ils vous apprécient, parce que vous les considérez et ils savent qu'ailleurs, ils n'auraient peut-être pas le même respect, la même considération. Dans l'environnement de travail aussi, pareil, leur permettre, par exemple, de pouvoir s'absenter pour aller faire des activités autres ailleurs, parce qu'ils sont passionnés de trucs, parce qu'ils ont une vie associative, etc. En se disant, je crée en fait un environnement de travail qui va faire que je vais fidéliser en fait mes employés. De la même manière qu'on cherche à fidéliser nos clients, il faut chercher aussi à fidéliser ses employés. Totalement. Et ça, souvent, il y a certes l'aspect financier, mais après, il y a tout ce qui entoure l'aspect financier. Parce qu'on peut être très bien payé dans une boîte, mais se sentir complètement, voilà, je sais pas, complètement dévalorisé au quotidien, on te manque de respect, etc. Donc, du jour au lendemain, dès que j'ai une autre opportunité, même si je suis moins bien payée, je vais quitter cette entreprise avec cette atmosphère-là qui était complètement délétère et qui m'impactait personnellement. Donc, c'est très important de prendre ça aussi en compte. Voilà, l'environnement de travail et la Totalement. fidélisation des employés. Ouais, totalement. Et en fait, en soi, les gens ne sont pas que à la recherche de compétences. Enfin, je pense que il n'y a pas que les compétences professionnelles qui sont à retenir, il n'y a pas que l'aspect financier, mais aussi toutes ces compétences émotionnelles. Du coup, c'est ce que tu dis, hein, valoriser, l'écoute, la bonne entente, la cohésion Exactement. d'équipe, etc. Il y a tout un environnement aussi à mettre en place, mais du coup, pour éviter de se sentir trahi. Trahi, c'est ça. Exactement. Ok, d'accord. Génial. On va revenir un petit peu, on va encore reparler un peu de chiffres et de finances. Euh, Bon, on le sait, hein, les taux bancaires, les taux d'intérêt bancaires au Mali ils peuvent aller jusqu'à 12 voire 15%. Donc, dans ce contexte-là, pour des entreprises qui, du coup, sont en croissance, se, euh, qu'est-ce que je vais dire, souscrire un crédit, un prêt bancaire euh, pour financer cette croissance, est-ce que quelque part, c'est pas un piège pour les jeunes entrepreneurs? Moi, oui, moi, je dis que c'est un piège. C'est un piège parce que très souvent, lorsqu'on prend un crédit bancaire trop tôt, dans le développement de son activité, dans la croissance de son activité, pour toutes les raisons qu'on a mentionnées tout à l'heure, parce que pas formalisé, parce que pas assez, et ben, c'est ce même crédit bancaire-là qui va venir porter le coup de grâce. Parce que vous allez avoir des engagements auprès d'une institution. Et si, par exemple, vous n'avez pas le processus comptable et financier pour traiter, gérer, tracer vos opérations financières, à la fin du mois, vous allez dire, je dois rembourser la banque, mais j'ai plus rien. Comment ça se fait? Et donc, si on le prend trop tôt, c'est ce qui va c'est la mort prématurée, déjà. Et ensuite, quand on regarde les taux, pareil, en fait, les taux
Les taux d'intérêt, au final, c'est ce qui va aussi venir par moment absorber totalement le bénéfice de l'entreprise. Donc en fait, vous pensez avoir eu de l'argent, vous n'avez pas eu de l'argent, vous avez juste eu un peu de trésorerie. Enfin, vous avez eu, oui, vous avez eu de la trésorerie, mais en fait, ça ne vous a pas permis de faire des investissements. Parce que peut-être, exactement, il faut rembourser. Mais surtout, imaginons qu'en fait, l'activité au global, elle faisait, vous faites 15% de bénéfices annuels. Vous avez pris un emprunt, taux d'intérêt 15%. Ils sont partis où, du coup, les 15%? Dans le remboursement de votre crédit. Et donc, au final, ça permet à peine, en fait, aux entreprises de se développer. D'accord. Ok, totalement. Du coup, pour parer, euh, pour éviter ce piège que peut être pour les jeunes entreprises, les prêts bancaires. On sait que par exemple, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui financent leurs entreprises ou la croissance de leurs entreprises grâce à des tontines ou avec des économies qu'elles ont sur le côté. Est-ce que ça peut être suffisant? Et du coup, quelles autres alternatives de financement peuvent être envisageables? Oui. Alors, c'est vrai que de toute façon, et ça, il faut être très lucide sur ça, une entreprise, pour qu'elle puisse se développer, au bout d'un moment, elle va avoir besoin d'investissements importants. Elle va avoir besoin de partenaires financiers qui vont vraiment venir leur apporter un apport financier conséquent. Les tontines, les économies, le fonds propre, le love money à travers la famille, etc., ça reste toujours limité. Sauf si son love money, c'est une banque. J'aime beaucoup ce terme love money. Sauf si dans son love money, c'est une banque, mais voilà, c'est très rare d'avoir. Non, je plaisante. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est limité. Ouais. C'est limité et surtout, c'est très lent. Une entreprise qui se finance sur fonds propres va pouvoir très certainement se développer, mais à un rythme qui pourrait être différent d'une entreprise qui peut lever des fonds autrement. Mais après, moi, personnellement, je trouve que le développement sur fonds propres, surtout au Mali, au Sahel, c'est pour moi l'une des pistes les plus saines pour une entreprise et surtout pour une jeune entreprise, exactement, parce que au final, ça n'engage que soi et son entreprise, entre guillemets. Ce sont des fonds, bien sûr, que vous allez investir, que vous allez réinvestir de l'entreprise, etc. C'est beaucoup plus facile, entre guillemets, d'avoir à gérer des difficultés de trésorerie, des difficultés financières en interne avec ses propres fonds, que lorsqu'on a en plus l'engagement auprès d'une banque à honorer. Parce que là, du coup, beaucoup moins flexible, beaucoup plus, on va dire, risqué aussi, parce que quand on a obtenu un prêt, très souvent, on a aussi mis en jeu des garanties, etc., etc. Donc, pour moi, c'est vraiment le mode de financement le plus sain qu'une jeune entreprise qui est entre un an et 6 ans voilà, d'activité devrait en tout cas privilégier. D'accord. Et ensuite, après ça, lorsqu'on rentre vraiment dans une phase là vraiment d'accélération et de croissance, là, bien sûr, il faudra accélérer et aller vers des montants plus importants. Pour moi, ce dont nos écosystèmes ont besoin aujourd'hui en matière de financement, il y a déjà, les fonds d'investissement en général. On en a très peu au Mali et au Sahel en général. Et dans les fonds d'investissement, mais en plus, au-delà de ça, c'est un nouveau modèle qui est la finance islamique. Je m'intéresse beaucoup au sujet depuis maintenant quelques années, j'ai étudié, etc. Et pour moi, la finance islamique, c'est vraiment l'alternative royale euh, qui devrait être privilégiée pour financer les entrepreneurs, les PME. Pourquoi? Parce que c'est une finance qui va mettre en avant véritablement le financement de l'économie réelle. Qu'est-ce qu'on appelle l'économie réelle? C'est tout simplement les entreprises, les entrepreneurs qui contribuent à l'économie, qui créent de la valeur ajoutée, qui offrent des services, qui offrent des produits, etc., à l'économie locale. Dans cette finance-là, l'intérêt est prohibé. Il est prohibé pourquoi? Parce que c'est une forme d'injustice que je vais expliquer très rapidement.
Parce que le taux d'intérêt, en général, il est immuable. C'est-à-dire que lorsque vous prenez un emprunt avec un taux d'intérêt, il est fixe. Ok. Il est fixe. Vous avez signé pour un emprunt de 100 millions avec 15% de taux d'intérêt. Peu importe ce qui se passe, ces 15% sont inchangés. Ils ne changeront pas. Voilà. Ce qui fait que peu importe la trajectoire de l'entreprise, peu importe les résultats de l'entreprise, qu'elle soit performante ou pas, qu'elle soit opérationnelle ou pas, vous allez devoir rembourser avec le taux d'intérêt. Ce que la finance islamique dit, c'est que on ne peut pas imposer un caractère, on va dire, immuable sur une activité dont au final, on ne connaît pas le résultat L'avenir. et l'avenir et l'issue en fait finale. Et donc la finance islamique va plutôt dire on ne va pas faire supporter le risque uniquement sur un acteur, en l'occurrence une entreprise, mais on va partager en fait les risques entre du coup l'investisseur ou l'institution islamique et effectivement voilà l'entreprise. Mais la contrepartie, qu'est-ce que c'est? On partage les risques, mais on partage aussi les bénéfices ensemble. Ouais. Voilà. Et donc là, du coup, on est dans une économie ou du moins dans un modèle qui va favoriser la collaboration plutôt que le fait d'imposer. Ouais, totalement. Voilà, que la collaboration dans le sens où en fait l'investisseur ou l'institution financière, elle est elle aussi motivée par la performance de l'entreprise. Totalement. Parce que elle gagne si l'entreprise aussi Gagne. est bénéficiaire, si Ouais. elle gagne. Ouais. Si elle perd, elle aussi, elle aura une partie de son investissement qui va aussi être perdue à cette occasion. Et donc pour moi, dans des économies justement, on va dire fragiles entre guillemets, et surtout avec dans un environnement où on a besoin justement de ce type de financement flexible qui ne vont pas étouffer les entreprises, mais au contraire leur permettre de respirer. Pour moi, la finance islamique doit vraiment être un axe qu'il faut véritablement développer et qu'on parvienne justement à développer de multiples organisations et des dispositifs justement qui vont s'inspirer de ce modèle. D'accord. Donc, la finance islamique, la voie royale, parce que plus de flexibilité, plus de collaboration et en fait, quelque part, plus de dialogue. Justice, dialogue, partage dans tous les sens. Et du coup, ça crée un environnement beaucoup plus vertueux. Et vertu. Voilà, propice et vertueux parce que on partage en fait, on partage en fait dans la finance islamique, on partage quand ça va bien, on partage aussi quand ça va pas. Je simplifie, Oui. voilà, Oui, pour mais vous comprendre, mais en fait c'est la logique en fait qui est derrière. D'accord. Et après aussi, on va aussi avoir, c'est une finance aussi qui est qui est éthique dans le sens où on va aussi chercher à financer des activités qui ont un impact positif Ouais, sur les la communautés, sur la société. Mm. Et du coup, ce regard-là aussi va être très important. Sur oui, bien sûr, il faut être profitable, mais profitable comment? C'est quoi le modèle de société qu'on veut, qu'on veut aujourd'hui? Est-ce qu'on veut juste s'enrichir ou est-ce qu'on veut s'enrichir de manière éthique et en s'assurant que nos communautés aussi en bénéficient? Ça fasse du bien Du aux bien communautés. impactant. Non, c'est un sujet qui me parle parce que c'est vrai que souvent, de plus en plus de jeunes entrepreneurs mettent beaucoup en avant le profit, voilà, gagner beaucoup d'argent très vite. Et en fait, souvent, c'est des raccourcis qu'on emprunte. Ok, on gagne beaucoup d'argent, on gagne beaucoup d'argent très rapidement, mais est-ce que cet argent-là que tu gagnes, est-ce que ce produit-là que tu proposes aux jeunes, parce que c'est des populations où on est autour des 70% de personnes qui ont moins de 25-30 ans, donc est-ce que ce produit-là que tu proposes à ces jeunes-là en majorité leur fait du bien? Est-ce que c'est quelque chose qui leur permet de se développer aussi? Est-ce que c'est quelque chose qui favorise, je ne sais pas moi, leur éducation, leur santé? Voilà. Est-ce que ce qui me permet de gagner, quelque part, fait du bien aux gens qui m'entourent? Donc, je trouve que c'est super important et que oui, ça renvoie aussi au choix des entrepreneurs, hein, tout ce qui va être éthique, déontologie. Exactement, totalement. Super, super intéressant. Du coup, on reste toujours un peu dans les chiffres. Salarié et entrepreneur, qu'est-ce que tu en penses, Néné? Parce que moi, j'ai une fois entendu dire lors d'un panel
que c'était impossible d'être et salarié et entrepreneur. Qu'est-ce que tu en penses? Euh, Est-ce qu'on peut être salarié et entrepreneur? Oui, dans l'absolu, oui. Techniquement, c'est possible. Ouais. Maintenant, moi, je pense que une entreprise, en fait, est tellement prenante. Ouais. Une entreprise est très prenante, Ouais. surtout dans ses premières années, qu'il est très difficile de pouvoir monter son entreprise. Quand je dis monter, c'est vraiment la mettre debout, la mettre en place, voilà, sans avoir à s'y consacrer vraiment à 150%. D'accord. Euh, donc, je pense que dans les premières années, en tout cas, ce qui devrait ou ce qui est le mieux, ce serait vraiment de se consacrer à son entreprise, mettre en place justement les bases, les fondamentaux, lancer, mettre en place le dispositif commercial, etc., qui va faire que l'entreprise sera plus ou moins autonome. Et après, on peut repartir dans le salariat. Et ça aussi, c'est aussi une réalité parce que c'est facile de dire soit entrepreneuriat, soit salariat. Par moment, on n'a pas trop le choix et beaucoup d'entrepreneurs ont navigué entre je suis dans mon entreprise, mais dans les premières années, j'arrive pas à en vivre. Donc, si j'ai une opportunité d'avoir au moins un peu de stabilité financière, et ben, je la saisis. Et donc, oui, je vais être salarié pendant un temps pour me permettre de me refaire. Et entre-temps, beaucoup aussi d'entrepreneurs qui sont salariés, mais qui prennent une partie de leur salaire pour l'investir Ouais. dans leur entreprise. Ouais. Donc pour moi, les deux ça ne s'oppose pas totalement, mais je pense que ça va dépendre aussi des phases et de la maturité de l'entreprise. Démarrer en se disant, je vais commencer ma petite activité à côté, je pense que oui. Après, ça va dépendre aussi des ambitions aussi qu'on a par rapport à son entreprise. Si c'est ce qu'on appelle, les Américains appellent un side project ou un side business, c'est juste pour faire rentrer un peu de revenus à côté, arrondir les fins de mois. C'est très bien, vous pouvez très bien être salarié et à côté avoir votre petit commerce. Ok. Mais si votre ambition, c'est de créer une entreprise qui va être pérenne, durable, avec une vision, avec un impact sur le long terme, il faut se donner, il faut se donner, il faut se sacrifier même. Et ça, par moment, le salariat ne permet pas de faire, d'accorder le temps nécessaire en fait à ce que demande une entreprise. Et à quel moment on peut se dire, ça y est, c'est bon, là, je peux lever des fonds en tant qu'entrepreneur? Quel moment on se dit, ah, c'est le moment, on peut se permettre de se dire qu'on peut lever des fonds? Hmm. Est-ce que je pense qu'il y a un moment? Je- Oui, je dirais qu'il y a quand même un moment. Pour moi, le moment, c'est déjà, je me répète, mais parce que c'est tellement important, quand les fondations sont bien posées. On a mis en place tous les processus. On a une organisation stable, lisible, transparente. On a un produit ou un service qui est crédible. On a une clientèle fidèle. On a une réputation aussi, bonne réputation sur le marché. On a la confiance de nos clients déjà pour commencer, de nos partenaires, de nos fournisseurs, etc. Et après, les indicateurs financiers sont au beau fixe. On est prêt, on est prêt à y aller. Donc là, oui. Je pense que pour chaque entreprise, ça peut être subjectif à un moment donné, mais les bases, les fondamentaux, c'est les mêmes. Les fondations, la structuration de l'entreprise, la pertinence du produit ou du service, avec quand même je dirais, des résultats commerciaux qui sont relativement stables ou alors en croissance. Et on se dit, en fait, là, l'organisation, on voudrait faire plus, mais on n'a plus les moyens. En fait, c'est là que ça devrait se déclencher. On a une demande qui explose ou qui grandit, mais on n'a plus les moyens de financer cette demande-là sur fonds propres. Et donc là, à partir de là, on doit se dire, donc là, ça veut dire que potentiellement, il faut qu'on lève des fonds parce que la demande est là, mais on n'arrive pas à la satisfaire avec nos propres moyens. Et c'est à ce moment-là que l'alarme doit être, enfin, l'alarme, pas une alarme, mais en tout cas, Déclic. voilà exactement le déclic
peut s'enclencher et se dire, voilà, on est peut-être prêt à accueillir des investisseurs. Ok. On va parler un petit peu d'innovation et d'adaptation. Est-ce que selon toi, un copier-coller d'un modèle d'affaires occidental peut fonctionner au Mali, oui ou non? Je ris parce que des fois, même un copier-coller d'un modèle de la sous-région ne fonctionne pas dans un pays voisin. D'accord. Donc, encore moins, en fait, en Europe. Je prends des exemples comme ça d'entreprises. Oui, on est en Côte d'Ivoire, on est au Sénégal, on est au Bénin. Ils arrivent au Mali, au Burkina ou ailleurs, ils disent, mais on a tout fait tout pareil Ouais, et ça marche pas. Comment ça se fait? ouais. Parce que non, en fait, déjà, copier-coller d'Europe en Afrique, on n'est pas dans les mêmes environnements culturels, politiques, sociaux, etc. Forcément, le copier-coller ne fonctionnera pas. Il faudra forcément adapter. Peut-être, par moment, ce sera peut-être juste des adaptations commerciales, marketing, voilà, pour parler à la population. Si c'est sur un produit, voilà, qui est relativement basique, mais qu'il faut juste adapter le marketing, voilà. Mais on va quand même devoir adapter quelque chose pour parler à sa nouvelle cible. D'accord. Euh, mais le tout copier-coller, moi, je n'y crois pas trop. Et je pense que les erreurs, elles sont déjà passées. Je pense que là, maintenant, on a, on a le recul d'autres entreprises ou des multinationales qui ont essayé de faire du copier-coller en Afrique et qui se sont dit non, ça ne marche pas. Donc maintenant, on devrait même plus se poser la question. La question qu'on devrait se poser, c'est euh, qu'est-ce que je dois adapter, comment je dois m'adapter pour satisfaire le marché dans lequel je m'implante. Et les entreprises, justement, qui arrivent à satisfaire leur clientèle dans ce marché local malien, à ton avis, ce serait quoi leur secret local? Est-ce qu'il y a un secret local qui permet de, de se développer au mieux au Mali? Ouais. Un secret local, je pense que c'est déjà de réussir à rentrer dans le quotidien et dans le cœur des Maliens. Moi, je dis souvent, l'une des spécificités des consommateurs de la clientèle malienne, c'est qu'on est quand même on est des individus très loyaux. Dans le sens où, quand on commence à consommer quelque chose, tant qu'il n'y a pas un scandale ou quelque chose vraiment voilà, de terrible pour l'entreprise ou pour la marque, on va continuer à le consommer. On va continuer, c'est le Jamak préféré. C'est difficile voilà, de défidéliser justement la cible, je dirais, voilà, des consommateurs maliens. Donc, c'est de réussir en fait justement à rentrer dans le quotidien, dans le cœur des Maliens. Mais en fait, je dis les Maliens, en fait, c'est même en général partout. Ouais, ouais, ouais. Partout dans le monde, il faut rentrer dans le cœur de ses clients, dans son quotidien, pour être vraiment la première, la référence. D'accord. Mais encore plus, justement, on l'a vu là, dernièrement, on a un nouvel acteur du mobile money qui est arrivé et on a vu qu'au final, les efforts qu'ils avaient mis en œuvre pour protéger, entre guillemets, le pouvoir d'achat des Maliens en internalisant les 1% sur leurs propres frais, et ben, au final, c'est ce qui leur a valu leur popularité nationale parce que on s'est dit, eux, ils se sont battus pour nous, Ouais. il faut qu'on leur rende l'appareil, Ouais. entre guillemets. Mais ce Ouais. que je veux dire, c'est Ouais, non, que, mais oui, c'est ça. voilà, il y a C'est comme cet ça que ça a aspect. été perçu, en fait. Exactement, c'est comme ça que ça a été perçu. Et justement, tu vois, très important, la perception. La perception. Quelle est la perception que les consommateurs ont de mon entreprise ou de ma marque? Et ça, c'est très. Enfin, c'est même pas très important. Je pense que c'est la base parce que même on peut avoir, en fait, la réputation, c'est tellement important que même si le produit est un produit, comment dire, chimiquement dangereux, voilà, je ne citerai pas de marque non plus, mais parce que on est la référence parce que ça fait des décennies que, eh ben, on va continuer parce que vous êtes rentré dans notre quotidien, vous êtes rentré dans notre cœur, etc., etc. Mais je pense que dans tous les cas, il y a il y a ça et il y a cet ancrage aussi. L'ancrage, c'est très important. Le fait de comprendre les réalités de ces consommateurs au quotidien. Et ça,
paradoxalement, euh, c'est ce que peu d'entrepreneurs, jeunes entrepreneurs maliens font. Je vais donner un exemple tout bête. Dans le secteur de l'agroalimentaire, parce qu'on voit beaucoup d'entreprises dans ce secteur, euh, qui vont proposer des produits de transformation avec des produits locaux, euh, avec l'ambition de concurrencer les multinationales. Ce que les multinationales ont compris, nous, on ne l'adapte pas assez. On va faire des produits de transformation agroalimentaire dans des packagings, dans des formats qui reviennent à la fin sur le rayon à 3 000 francs CFA. À côté, vous allez avoir la marque importée qui va proposer le même produit avec une qualité différente, avec des petits, dans des petits packaging qui, eux, coûtent 500 francs. Oui, c'est du Made in Mali. Oui, on aime. Oui, on est fier. Mais au bout d'un moment, quand on ouvre le portefeuille, la fierté, là, ça ne coûte pas 2000 francs, ça coûte 500 francs. Je suis désolée, on a 500 francs de. Voilà, voilà la fierté, le Made in Mali, ça coûte. Ça a son prix. Ouais. Mais ça a son prix parce que justement, on n'a pas encore suffisamment réussi, ou je ne sais pas si oui, c'est réussi, ou en tout cas pas suffisamment encore intégré cette réalité qui est pourtant une réalité que partagent 95% des Maliens. C'est que, en fait, on vit au quotidien. Ouais. Le 90% des Maliens ont des salaires journaliers ou hebdomadaires. Et donc, forcément, on ne peut pas se permettre de mettre 2000 francs dans un produit local, aussi bien qu'il soit, alors qu'au final, le petit déjeuner, ça se compte à la ration. Exact. C'est tous les matins, je vais acheter ma portion de sucre, ma portion de café, ma portion de pain. Voilà, mais je n'ai pas 2000 francs pour faire un achat unique. Ouais. Et c'est pour ça que je dis, paradoxalement, on n'a pas encore suffisamment adopté en fait ce modèle-là, cette stratégie marketing-là, justement pour réussir à véritablement concurrencer les multinationales. Bon, on ne peut pas citer de marque, mais justement, je pense qu'on pense à la même entreprise qui, du coup, doit, je pense, son gros boom au Mali, en partie grâce à ça, parce qu'elle a su, du coup, adapter ces petits dosages-là. Parce que moi, j'entendais tout souvent mes belles-sœurs qui ne voulaient pas toujours utiliser des produits déjà transformés, tu vois, qui préféraient elles-mêmes faire leur soumbala maison, enfin, tu vois, leurs poivres, elles achetaient les poivrons qui c'est là en grains et puis toi-même tu t'occupes de ta transformation. Et en fait, le fait que cette marque-là ait compris que c'était en soi les petits sachets, les petites portions qui étaient plus adaptées au panier de la ménagère finalement. Parce que je pense que ça explique en partie aussi son gros boom de succès dans la société. Mais ouais, c'est vraiment très, très, c'est palpable ce que tu dis. Mais vraiment. Ok. Parlons toujours d'adaptation. La digitalisation, en ce moment, tout le monde en parle. C'est vraiment le mot à la mode, pardon. Mais pour une petite ou une moyenne entreprise, par où commencer sans se perdre en fait dans tous les outils qui nous sont proposés actuellement. Oui. Ouais. Et adapter à nos petits budgets de démarrage. Je pense que justement, c'est une question très intéressante parce que c'est un piège en fait, la digitalisation. Non, c'est un piège. J'ai pas terminé. Oui. Déjà, c'est un piège. La digitalisation peut être un piège en fait si elle n'est pas pensée en lien direct avec son cœur de métier. Okay. C'est-à-dire qu'on a une activité principale. La digitalisation, elle doit venir apporter des solutions réelles, concrètes, pertinentes à son activité, à son cœur de métier principal. C'est pas juste d'avoir des outils digitaux parce que de manière accessoire, parce que c'est cool, parce que ça fait bien de dire qu'on travaille, qu'on a des outils digitaux. C'est de digitaliser, par exemple, des processus qui sont directement liés en fait à son activité du quotidien. Je vais prendre un exemple. Société de transport qui va dématérialiser tout son processus de tarifs, d'encaissement, de billetterie, voilà, de A à Z. Donc maintenant, et ça c'est le cas d'une vraie entreprise malienne, le client vient, il reçoit son ticket
par SMS. Il reçoit, s'il dépose un courrier ou un colis à amener dans une autre ville, il reçoit le bon de réception sur son téléphone. Quand le colis arrive à destination, pareil, etc. Et là, en fait, ça, c'est de la digitalisation qui est pertinente parce elle vient complètement, en fait, remplacer toute le pan de l'activité de cette société qui était totalement voilà, matérialisé avec des petits bouts de papier qui se promenaient un peu partout, Ouais, qui ouais. pouvaient se perdre, Ouais. etc. Mhm. Là, on digitalise tout le processus et du coup, ça fait gagner du temps, ça fait gagner de la traçabilité, ça fait gagner aussi beaucoup plus de simplicité aussi dans le processus. Donc, en fait, pour moi, la digitalisation, elle est pertinente quand véritablement vous allez venir vous attaquer au cœur de métier et à la problématique principale que votre entreprise rencontre Mhm. si elle peut être digitalisée, parce que tout ne peut pas être digitalisé aussi. Voilà, et venir vraiment apporter une solution à ça. Pas D'accord. juste de dire on va digitaliser ça pour dire on est digital, mais ça ne fonctionne pas, ça ne crée pas de valeur ajoutée, ça ne résout rien. Mhm. Pour moi, ça, c'est de la digitalisation qui va rester juste voilà, accessoire. D'accord. Ok. C'est super intéressant. Tout à l'heure, tu l'as dit, et puis c'est pensé à un chiffre aussi, une donnée qui est connue, hein. On dit qu'environ 70 à 80% des entreprises du secteur privé au Mali sont informelles. Maintenant, pour une entreprise qui paye ses taxes, hein, qui est formalisée pro max, on va dire, qui paye ses taxes, comment rivaliser avec ces entreprises de l'ombre qui sont aussi quelque part concurrentes? Mhm. Oui, oui. Bah, en général, oui, la plupart des entreprises formalisées concurrencent enfin, du coup, oui, les entreprises non formelles, du coup, concurrencent celles qui sont formelles, entre guillemets. Mais en général, on va aussi voir que euh, cet effort que l'entreprise va faire pour se formaliser, pour être aux normes, va aussi lui permettre d'accéder à des opportunités que les entreprises